téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Nous sommes là aujourd'hui afin de continuer notre discussion avec Madame Rosemary Sabet. Je vous rappelle que Madame Rosemary Sabet est une Anglaise qui s'est installée en Égypte il y a 42 ans. Elle nous a parlé du commencement de sa carrière, de son amour, sa passion du ballet et puis de son installation ici, comment elle a travaillé avec les enfants dans une école pour les performances de théâtre. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'autres sujets à travers notre discussion avec elle. Bienvenue encore une fois à notre programme. Merci. Vous n'êtes pas contenté de votre carrière, vous avez suivi des études dans d'autres domaines. Enfin, j'ai fait un master en art dramatique que j'enseignais déjà. C'était le domaine du travail alors? Oui, c'était le domaine du travail. C'était parce que je n'étais pas satisfait du fait que je me suis jetée dedans. J'avais l'impression que je n'étais pas très professionnelle dans ce que je faisais. Donc, je suis partie en Angleterre pour un cours de 2 semaines, de 9h du matin, de 9h du soir, en art dramatique. Et pendant que j'étais là, le prof m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas le MA, le Masters ?» Je dis « Moi, je suis nulle à l'école et vous voulez que je fasse un Masters ?» Et il me dit, bon, essaie, fais la première module. La module, je ne sais pas. Alors je l'ai fait, il me dit, c'est très bien. Le deuxième, je l'ai fait, il me dit, très bien. Il dit, allez, maintenant la thèse. Je dis, combien de mots? Il me dit, 15 à 20 000. Je dis, non. Je dis, oublie, je ne serais pas capable de faire ça. Je l'ai fait. Et votre thèse, ça a pris combien de temps? La thèse, j'ai fait un module, une année, deuxième module de deuxième année. J'ai fait 3 étés de cours en Angleterre et j'ai fait tout par correspondance. Ça a pris 3 ans. 2 ans et demi. Et après avoir terminé votre thèse, vous ne voulez pas continuer les études? Non. Oublie le PhD. J'étais très contente d'ailleurs d'avoir le master. Je ne croyais pas mes yeux. Je regardais ça tout le temps. Plusieurs générations apprécient votre travail concernant les performances, l'art théâtral et également, il faut là mentionner que l'école où vous travaillez vous a rendu hommage. Je crois que c'est une expérience qui vous a touché. Incroyablement. On m'appelait un jour et on m'a dit, le directeur m'a appelé, m'a dit, je te veux à l'école à je ne me rappelle pas à quelle heure, midi, 1h. Habille-toi bien, coiffe-toi bien. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse, le mannequin à mon âge? Et alors, j'arrive et je trouve tous les élèves de l'école devant le petit théâtre, le grand théâtre, et avec un grand tissu au-dessus du théâtre. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, toi tire ça, et moi je tire ça. On a tiré. On a enlevé le matériel dessus. The Rosemary Theatre. J'ai pas voulu pleurer devant les enfants, mais j'avais la chair de poule et je ne savais pas quoi faire.
J'étais ahuri, vraiment. J'étais étonné et très, comment on peut dire, très touché, surtout touché de la reconnaissance de toutes ces années de travail là-bas. Avant de quitter ce volet d'éducation et professionnel, je voudrais m'arrêter là pour parler un peu de cursus d'éducation en Égypte. On ne s'intéresse pas beaucoup à l'art, aux performances, au théâtre, mais je voudrais savoir le cursus anglais qui s'intéresse beaucoup à ce genre d'éducation. Pourquoi? Comment l'enfant ou l'étudiant peut-il se servir ou profiter d'un tel programme? Moi, j'écris tout un petit booklet sur ça pour les parents et pour l'école. Ça a été prouvé que les étudiants de musique, par exemple, sont plus forts en maths. L'art dramatique, il y a trois façons d'enseigner ou d'apprendre. Il y a des enfants qui sont forts visuellement, d'autres qui sont forts en audio. Et il y a une troisième façon, c'est kinesthétique. Apprendre kinesthétiquement, donc en faisant. Et idéalement, un prof devra pouvoir enseigner les trois, parce que chaque enfant est différent. Donc, de voir quelque chose, de l'écrire, d'entendre et de faire physiquement. Donc, tous les sujets d'art aident dans les autres sujets. Et l'art dramatique, par exemple, on l'utilise comme une forme de learning tool, un outil pour enseigner. Je couvrais par exemple les droits de la femme, les droits de l'homme, les droits des trucs historiques. Et les enfants se mettent en rôle, ils apprennent physiquement, pas seulement par un prof qui blablabla. Et ça, c'est... Je sais qu'un cousin de mon mari avait ses filles à l'école française. Il a dit, mais quel dommage, on n'a pas l'art, on n'a pas la musique, on n'a pas tout ça. C'est très commun dans les écoles anglaises, américains, australiens et canadiens. Ils ont les trois arts et c'est prouvé que ça aide, à part que ça donne confiance, et ça donne une possibilité de parler en public. Il y a beaucoup d'avantages des trois arts. Si on passe à un autre volet de votre vie qui est vraiment très artistique, il faut mentionner là que vous êtes artiste, photographe, également écrivain d'un livre ou de 2 livres. Il ne faut pas oublier également sportive. Commençons avec la photographie. Mon père m'avait acheté un caméra quand j'avais 10 ou 12 ans, petite boîte comme ça. Et je me suis tout de suite intéressée parce que lui aussi était très bon photographe. Et c'est lui qui m'a enseigné. Mais je ne l'ai jamais fait comme travail, si vous voulez. J'ai fait comme hobby. Et quand on a visité les oasis de Farah al-Khair, il y a combien d'années, bien avant qu'il y avait des touristes, il y a 25 ans peut-être, j'ai pris plein de photos, plein de photos. Et les gens avec qui j'ai été étaient de l'ambassade britannique et l'ambassadrice, enfin la femme de l'ambassadeur, m'a demandé de faire une exposition à l'ambassade. Et puis j'ai fait un deuxième, mais puis je ne peux pas tout faire. Mon mari veut que je joue à la guitare encore, que je fasse encore des photos, mais il y a des limites. Et on change, je me suis réinventé.
à l'époque, vous écrivez des pièces de théâtre et également vous faisiez la chorégraphie. Oui, j'ai fait la chorégraphie, j'ai fait, plus petit, j'ai fait Casse-Noisette et j'ai fait La Belle au Bois dormant. Mais en plus petit, parce que c'était ballet qui dure 2h30. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Évidemment, j'ai dirigé beaucoup de pièces, 2 fois par an, des grandes pièces. Et surtout pour le GCSE et pour autre chose, on a un certain nombre d'étudiants femelles, mais on n'arrive jamais à trouver une pièce qui va avec. Donc, j'étais obligée soit de réarranger des pièces, soit de les écrire moi-même, surtout pour le GCSE. Et quel était le sujet de votre premier livre? J'avais commencé à écrire un blog sur la Révolution, parce que j'étais souvent à Tahrir. J'étais fasciné. J'ai jamais vécu une révolution et je voulais être là au milieu. Et j'ai commencé à écrire un blog et puis j'ai une amie journaliste en Angleterre qui m'a envoyé un email. Elle m'a dit, j'espère que tu es en train d'écrire sur la Révolution. J'ai dit oui, mais comme ça. Et c'est elle qui m'a ouvert un blog. Elle a dit, envoie-le-moi et je vais voir si c'est assez bien pour un blog. Après ça, tout le monde m'a dit, non, écris un bouquin, écris un livre sur la Révolution. J'ai dit, mais tout le monde va le faire. Il y aura plein de gens qui vont écrire sur la Révolution. Ils m'ont dit, mais pas en anglais peut-être. Donc, je réfléchis, je suis partie à Londres pour l'été, comme d'habitude, et je parlais à mon fils, il m'a dit, mais tu allais écrire une autobiographie. J'ai dit, oui, je ne sais plus quoi faire maintenant. Et on a décidé ensemble, pourquoi ne pas faire les deux ensemble. Donc, j'ai fait exactement ça. J'ai écrit sur les premiers 3 ou 4 jours de la Révolution, puis un chapitre sur mon enfance, chapitre sur la Révolution, chapitre, toute ma vie, comme je vous ai raconté maintenant. Donc les gens avaient le choix de lire que soit sur la Révolution, soit sur ma vie, ou les deux. Et ça a été publié en 2012. Et maintenant j'ai écrit un roman, je l'ai envoyé à un éditeur en Angleterre, qui m'a dit c'est très bien, j'aime votre style, tu m'as fait tourner les pages, mais, alors il y a des mais, donc je dois éditer, rendre quelques trucs un peu plus excitants, un peu plus vifs, mais j'ai arrêté pour le moment parce que j'attends que quelque chose m'arrive comme toute ma vie du ciel. Je ne veux pas le forcer, ce bouquin. Alors quand l'idée va venir, je vais me remettre. Ce talent d'écrire, d'inventer, de créer, comment vous l'avez développé? Comment peut-on le découvrir et également le travailler? Je me suis un peu jetée dedans. Je sais que j'ai une très bonne vocabulaire en anglais, beaucoup mieux qu'en français en tout cas. Je suis forte en anglais. Mais surtout, si vous regardez autour de vous, il y a plein de livres. J'ai peut-être plus que 1000 bouquins, livres ici, et à la ferme j'ai encore 500. J'ai beaucoup lu dans ma vie. Je lis tout le temps. On va, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Basata. Oui. Ouais. On va souvent à Basata. Et j'apporte 5 ou 6 bouquins avec moi. Il reste 5 ou 6 jours. Et je peux finir les 6 bouquins dans les 6 jours. Donc j'ai beaucoup lu. Et plus qu'on lit, plus qu'on apprend. Et moi je disais ça à mes élèves à l'école tout le temps. Mais Miss Rosemary, comment je peux devenir mieux en art dramatique, en anglais, en je ne sais pas quoi? Je dis, lisez, il faut lire. Je ne trouve pas quelque chose qui me plaît. C'était tout le temps ça. Et j'ai dit, si vous allez sur une plage en Angleterre, dans le train, dans le bus, tout le monde a un bouquin dans le sac. Donc c'était ça, j'avais une bonne vocabulaire, une bonne grammaire.
Et c'est venu comme ça. Au côté familial, vous êtes mère de deux fils, deux enfants. Alors, je voudrais savoir comment vous avez su faire l'amalgame, vous qui êtes anglaise et vous avez élevé vos enfants ici en Égypte, l'amalgame entre les deux cultures, égyptienne et anglaise. C'était pas toujours très facile parce que, par exemple, ma belle-mère trouvait que j'étais un peu trop dur avec mes enfants. C'est vrai? Oui, oui. Et eux aussi, jusqu'à aujourd'hui, me disent mais j'ai dû m'adapter aussi. Je n'étais pas aussi strict que mes parents, qui étaient terribles. Terribles. Hein. On ne pouvait pas se lever du table avant que tout le monde finisse. Il ne fallait pas utiliser la fourchette avec la main droite. C'était quelque chose. Mais non, on a trouvé un juste milieu. Et en tout cas, tous les deux été au British International School. Donc, ils ont eu une éducation anglaise. Des deux côtés, soit à la maison, soit à l'école. Donc, c'était... Et mon mari n'était pas... Il ne les a pas gâtés non plus. On a essayé de ne pas les gâter. Plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie? Est-ce qu'ils ont hérité de votre talent, de votre don artistique? Mika, il s'appelle Mikaïl. Mika, vous l'avez peut-être vu dans le film El Saher. Oui, avec le culturel. Voilà, c'est lui. C'est lui. Il est musicien, il est compositeur. Il enseigne aussi maintenant la dramatique à l'école. Le petit travaille dans le computer, ne me demandez pas quoi parce que je ne comprends rien. Mais il est aussi assez artiste. D'ailleurs, on a acheté un appartement ensemble. Il vient de faire tout l'intérieur, il a tout renouvelé tout seul. Il chante bien aussi. Mais le grand, c'est le... Je regarde mes petits-enfants, c'est le grand qui travaille dans le domaine artistique. Et qui est parti, quand il avait 12 ans, on a envoyé à une école en Angleterre, parce qu'il ne s'intéressait qu'à la musique, la danse et la dramatique. Et c'était avant que je mets en place la dramatique à l'école. Donc il est parti faire ses études en Angleterre. Ça nous mène alors à parler de la femme qui vous a influencé le plus au cours de votre vie. Est-ce que c'était votre meilleure amie? Non, il n'y a pas... Je ne crois pas qu'il y a une femme qui m'a influencée. Je crois que je me suis influencée moi-même, mais c'est mon mari qui a toujours été à côté de moi. Il m'a toujours encouragé en tout ce que j'ai fait. Il m'a donné la liberté de faire ce que je voulais. Et aussi mes fils. Mes fils m'ont beaucoup poussé. Au moment que j'ai commencé la dramatique, mon jeune fils à Londres m'a amené à acheter des bouquins de théâtre parce que lui aussi faisait des études de théâtre à l'école. Donc c'est plutôt ma famille qui m'a encouragé, qui a été à côté de moi.
contemplant votre vie, quelles sont les épreuves ou les problèmes majeurs que vous avez affrontés et que vous avez su surmonter au cours de votre vie? Une très grande. Mon frère, à l'âge de 32 ans, a commencé à avoir une tumeur au cerveau et il était officier à l'armée en Angleterre. Et bon, on savait qu'il allait mourir éventuellement, mais on ne savait pas quand. Je reçois un coup de téléphone en disant que ma mère est morte. Je suis parti en Angleterre pour ses funérailles. Et mon frère est mort pendant que j'étais là-bas, donc ces funérailles ont eu lieu 2 semaines après. Alors j'ai dû tenir mon père, c'était le moment le plus difficile, là où j'ai dû être le plus forte possible dans ma vie. C'était très dur. Mais ça m'a servi dans le sens que n'importe autre obstacle dans ma vie n'a rien à faire avec ce moment-là. Si vous saviez au passé ce que vous connaissez aujourd'hui au présent, est-ce que vous auriez fait les mêmes choix, les mêmes décisions? Si je ne pouvais pas continuer avec le ballet, oui. Si j'aurais pu, j'aurais voulu faire le ballet. Mais de tout ce que j'ai fait, je ne regrette rien. Et je ne changerai rien. Ni le mariage, ni le pays. L'Égypte m'a donné beaucoup. Beaucoup m'a donné la possibilité, voilà, de recommencer la danse, d'écrire des pièces, de devenir directeur d'art dramatique, d'écrire un bouquin, 2 bouquins. Ça m'a beaucoup donné l'Égypte, beaucoup. Ça vous plaît la vie en Égypte? Oui. Enfin, c'est pas aussi bien que dans les années quand je suis venu 74. C'est moins facile, on a eu une révolution et tout, mais j'ai la chance de vivre devant le club. Donc je vais au gym chaque matin, je vais à la piscine, on prend le petit déjeuner. C'est une vie plus facile qu'en Europe. Non, plus facile et plus difficile. Alors si on doit faire face à la séculation, alors là, mais j'ai tendance maintenant à ne pas sortir beaucoup de Zaman et que j'ai tout ce que j'ai. Donc j'ai besoin ici, et je mène une vie vraiment à la bonne, et c'est une vie plus facile que Londres ou que Paris, je crois, pour moi. Quand les choses s'adurcissent et que vous affrontez des problèmes dans votre vie, qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Je ne sais pas. Je lutte. Il y a eu des moments où je me suis dit, où est-ce qu'on va aller? Comment on va finir? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rester ici? Mais je suis quand même resté ici parce que ma vie est ici. Bien que j'ai un fils en Angleterre et 2 nièces, mais toutes mes amies sont ici, j'ai quelques-uns là-bas. J'ai fait une vie qui a duré 42 ans ici. La plupart de ma vie. Chacun d'entre nous a ses peurs. Quelles sont vos peurs ou vos craintes? Alzheimer's. C'est une peur imaginaire, vous qui avez une vie très vive, qui pratique beaucoup d'activités dans votre vie, vous ne risquez pas une telle peur ou une telle expérience? Je sais, mais ça souvent. Et je n'ai pas peur de mourir, mais j'aime pas le processus de vieillir tellement. Tout le monde me dit, tu as un complexe. Je dis non, je n'ai pas un complexe, je n'aime pas vieillir. Je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas arriver à 100 ans, par exemple, comme j'ai eu 3 grands-parents qui ont vécu jusqu'à 95. Mais ils avaient... Non, c'est ça qui me fait plus peur, d'oublier des choses, d'oublier les gens, de ne pas me rappeler qui je suis, où je vais et pourquoi. Ça fait peur. Quelle était la meilleure décision que vous avez prise au cours de votre vie et la pire décision? J'ai pratiquement pas pris de décision. Tout est venu comme... Peut-être le fait de quitter l'Angleterre et d'ouvrir mes idées. Probablement, c'était la meilleure idée. Parce que je ne crois pas que j'aurais eu la vie intéressante que j'ai eue si j'étais resté en Angleterre.
Sûrement pas. Et la pire décision alors? Peut-être celle de ne pas continuer mes études après l'école comme il fallait. Aller à l'université, enfin. Mais quand même, voilà, j'ai eu une belle vie. Mais c'était une décision un peu bête. Afin de clôturer notre édition, je voudrais savoir, êtes-vous optimiste ou non à propos de l'avenir de l'Égypte et de la femme égyptienne? Oui. J'ai mis un peu de temps pour réfléchir. Oui, mais sans vouloir entrer dans les politiques, je trouve qu'on a trouvé une solution pour avoir un peu de stabilité. Et donc on a de la stabilité, on peut aller de l'avant. Pour la femme, je ne suis pas sûre. Pourquoi? C'est une question de liberté. Je ne vois pas, je vois qu'on a un peu reculé en arrière avec certaines femmes. Pourtant, en même temps, on a des femmes comme vous, comme moi, comme d'autres qui font des carrières, qui ont de la liberté. Peut-être c'est une question de classe aussi, d'éducation. Madame Rosemary Sebet, à la fin de notre interview, de la part de l'équipe de Femmes d'Égypte, je vous remercie infiniment. Moi, je vous remercie, c'était très intéressant. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'en termine notre édition de Femmes d'Égypte. Merci, à la prochaine.